J'aurais pu être cascadeur. J'aurais pu être cascadeur. Avec le parcours, là, j'ai gagné, j'avais quoi? J'avais 16 ans. Puis j'ai fini troisième à une compétition au stade olympique qu'il y avait eu. Puis j'étais avec des gens de tout âge là, de partout au Canada. Là, puis j'avais fini troisième. Donc je voyais vraiment un. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Central. Patrick, courtier hypothécaire commercial. J'ai avec moi dans mon studio Christopher Tremblay, Christopher Tremblay, qui vient faire un petit épisode avec moi aujourd'hui. Christopher est un membre de mon équipe. Vous allez voir, le nouvel épisode a maintenant des micros qu'on tient dans la main. Pourquoi? Parce que les deux derniers épisodes ont eu des petites difficultés techniques avec des micros Bluetooth et je ne voulais plus jamais revivre ça. Donc, je voulais aussi vous remercier le public pour tous les encouragements, les likes, les supports, le visionnement du podcast. C'est grâce à vous qu'on fait ça. Et puis, pour ce qui en est de l'invité aujourd'hui, il est très jeune pour ce qu'il fait, mais il a énormément de succès. Il a beaucoup d'expérience pour son jeune âge quand même. Il a 26 ans, mais il lead quand même l'équipe. Puis il a gagné l'année passée même le recrue de l'année quand il a fait quelques mois chez Orbis. Donc, sans plus tarder, je vous présente Christopher Tremblay. Bonjour à tous. Patrick, merci beaucoup de l'accueil chaleureux. Très beau studio. Donc moi, c'est Christophe Tremblay, courtier hypothécaire commercial. Ça fait bientôt 3 ans. Ça fait un peu plus d'1 an et demi là, que je suis chez Orbis. Donc, on passe ça. Tu me donnes un petit clap. Et voilà. Merci, boss. Yes. Yes, sir. Salut, Chris. Salut, Pat. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Ben écoute, premièrement, je voudrais te remercier de venir faire un épisode avec moi aujourd'hui. Je pense que tu peux apporter beaucoup de valeur pour l'audience, autant que ça soit des investisseurs qui recherchent du financement commercial, autant que ça soit pour les membres de l'équipe, tu as quand même un beau track record, autant que ça soit pour mon public qui peut être des gens au secondaire, au cégep, ou même un professionnel qui chercherait à branch out, si on veut dire, vers le domaine du courtage, puis même de l'entrepreneuriat, parce que veux pas, on est comme un peu des entrepreneurs. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, ben écoute, je te mets le tapis devant toi, je te laisse parler de ta vie, puis je veux commencer le podcast par c'est qui, Chris? Chris Tremblay, on m'appelle souvent Chris, là. Puis Chris Tremblay, en fait, là, c'est quelqu'un de très sportif. J'ai toujours été très sportif, puis c'est important pour moi. Je vais au gym à chaque jour. Puis ça me permet d'avoir un bel équilibre entre l'entraînement physique, être dans mon corps, puis la business. Parce qu'on va se le dire, le courtage hypothécaire, tu es souvent devant un ordinateur seul chez toi. Donc c'est sûr que ça vient bien équilibrer. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un de très motivé, qui avait des objectifs dans la vie. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de remises en question dans mon parcours, on va en parler, là. Mais j'ai fait plein de choses différentes. J'ai eu un nombre très élevé d'emplois dans ma vie, donc je me cherchais. Mais je te dirais que le courtage m'a trouvé. Puis ça va super bien depuis. Les investissements immobiliers, personnellement, je suis un investisseur aussi. J'adore tout ce qui est l'immobilier. Selon moi, c'est la meilleure source d'investissement, personnellement. Donc, c'est avec un grand plaisir de travailler là-dedans. Là, OK, donc j'ai descendu évidemment ton profil, tout ça, parce qu'on veut connaître nos collègues de travail, tout ça. J'ai vu quelque chose qui était complètement hors du commun comme expérience. J'ai vu monteur de ligne. Ouais, fait que tu sais, quand tu disais tu te cherchais, peux-tu me parler un petit peu de comment ça commence ça? J'ai fait monteur de ligne, je pense, j'avais 18 ans quand je savais faire monteur de ligne. Au départ, je voulais être pompier. Mais en fait, j'ai tout le temps été quelqu'un de très sportif. Puis le sport que j'ai le plus adoré, c'était le parcours. C'est pas un sport qui est super connu. Mais bon, c'est monter, c'est faire des flips, là, de faire des vrais, monter sur des toits et tout ça. J'ai fait aussi de l'escalade. Puis, ça semblait, j'aimais pas l'école. Donc moi, le cégep, j'ai essayé 2 fois. J'ai eu bien de la misère, là. Même tout au secondaire, c'était pas quelque chose qui me passionnait à aller à l'école. Mais monteur de ligne en tant que tel, ce qui m'intéressait, c'était faire de l'escalade. Ça rejoignait un petit peu le sport que j'aimais le plus. Puis je savais pas trop où m'en aller. Donc je suis allé faire monteur de ligne électrique, j'avais 18 ans. Puis le cours, c'était en Gaspésie. Donc je suis allé en Gaspésie, je pense que j'avais fin 17 ans, j'avais pas encore 18 ans ou quelque chose comme ça. Puis ça a été la première fois que j'habitais seul aussi. Donc je suis parti habiter en Gaspésie, j'ai laissé tous mes amis, ma blonde à l'époque. Je suis resté avec pendant un certain temps.
Puis c'est ça, je suis parti à l'aventure monteur de ligne électrique. Sauf que j'ai fini mon cours, j'ai bien aimé, sauf que j'ai réalisé, ben bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais ma première journée monteur de ligne, en tant que travail, ça m'a fait réaliser que c'était pas pour moi. Il est arrivé un incident, là, puis bon, il y a quelqu'un en bas qui était en bas de la tour qui a failli décéder. Puis je me suis rendu compte que moi, je voulais pas être payé de l'heure un salaire qui était pas super là, quand j'ai débuté, puis risquer ma vie. Donc, je voulais pas. J'ai réalisé en fait que je voulais être dans le monde des affaires. C'est tout le temps un domaine qui m'a inspiré, mais j'avais pas encore la drive, tu sais, j'étais encore jeune. Sauf que je venais de m'acheter une BMW. Parce que j'avais terminé mon cours, je suis un passionné de voiture. Je venais de m'acheter une BMW sur financement. Puis là, je me souviens, là, je revenais de cette journée-là, puis j'étais comme, où que je m'en vais? C'est quoi les décisions que j'ai prises dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Il faut que je me prenne en main. Puis j'ai essayé l'automobile. Donc, j'étais quelqu'un, j'adore parler avec les gens, mais j'étais quelqu'un d'assez timide aussi quand j'étais jeune. Donc, pour moi, c'était tout un défi aller dans l'automobile, sauf que c'était un objectif que j'avais vraiment en tête. Puis je suis resté là-dedans pendant 5 ans par la suite. Ouais. Puis là, tu sais, je parle de monteur de ligne, il est arrivé quelqu'un qui a failli décéder, day one. Tu penses que la vie a t'envoyé un signe? Possiblement, oui. Puis même avant mon cours, je voulais aller dans l'automobile. Mais mes parents étant... bon, il y avait des espoirs pour moi, ils voulaient que j'aille à l'école, puis tout ça. Puis le fait que j'aille directement travailler dans l'automobile sans études, c'était un peu risqué pour eux. Donc en fait, c'était comme un plan B, mais c'était un peu comme un... Si jamais ça fonctionne pas l'automobile, ben j'ai ça, tu sais. Donc, c'était un peu... Puis tes parents, qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses? Mettons, ils voulaient que tu suives un chemin peut-être un petit peu plus conventionnel, du style cégep, université, prends un job en finance, en comptabilité, médecine, quelque chose du genre, puis... Ouais, mais ils ont réalisé que j'ai toujours été quand même bon à l'école, sauf que j'aimais vraiment pas ça. J'aimais pas ce que j'apprenais en tant que tel, puis l'environnement, qu'on soit tout le temps, tout le monde à la même place... J'avais l'impression de perdre mon temps, tout simplement, quand j'étais jeune. Là. Puis, je voulais être pompier, donc ça, j'avais essayé le cégep pour être pompier. Mais sinon, je voyais pas... j'avais peut-être pensé à avocat, mais les longues études ne m'inspiraient pas. Moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire de l'argent rapidement. Puis, j'avais l'intention de l'investir aussi. Okay. Puis, une des raisons aussi que ça, c'est important pour moi, là, c'est ce qui m'a drivé à vouloir travailler plus, à vouloir faire plus d'argent, c'était... À la base, c'était les autos. Parce que j'ai tout le temps regardé les autos, je suis vraiment un passionné de voiture, puis je voulais tout le temps la prochaine auto. Puis pour moi, je comprends qu'avoir une dette, d'avoir un prêt auto, des fois, quand tu n'as pas un super salaire, c'est pas la meilleure idée, je veux dire, financièrement. Sauf que si ça te motive le matin, à chaque jour, quand tu te lèves, puis tu vois la belle voiture dans ton parking, puis c'est ça qui te motive à aller travailler, là, ça peut être une autre chose, puis ça peut être un gros motivateur. Ben, je vois pas de problème à ça. Tu sais, des fois, c'est super péjoratif. Le monde sont comme associé voiture avec endettement, mauvaise décision. Mais comme tu le dis, il y a certaines personnes, ben, c'est des camper vans. Eux autres, c'est ça qui les motive, mais des camper vans, ça peut coûter jusqu'à 200-300 000 $, puis c'est des hypothèques quasiment sur 25 ans. Ouais. Il y en a que c'est avoir une belle maison, il y en a que c'est avoir un beau décor. Écoute, tu peux avoir des tables de cuisine à 10 000, 15 000, 20 000 $, là, tu sais. Fait que chacun son affaire, tu sais. Toi, t'as compris ça quand même, tu sais, que tu dis, regarde, moi, c'est ça mon truc. C'est où est-ce que j'ai envie de me motiver par rapport à ça. Puis là, bon, t'as fait ça, t'étais quand même une personne super déterminée pour 17 ans. C'est des deux gros changements. La première, c'est que t'as plus personne. Puis la deuxième, c'est que tu t'en vas dans un milieu que t'as aucune idée c'est quoi. Ouais. Tu dirais-tu que ça a formé ton caractère? Vraiment. Forgé? Vraiment, j'ai réalisé beaucoup de choses sur moi. Puis la motivation peut provenir de toi, au fond de toi-même, tu sais. Puis c'est sûr que ça a été tout un choc là, quand je suis arrivé là-bas. Sauf que j'ai grandi je dirais mon cours c'était 9 mois, là, puis j'ai eu l'impression d'avoir pris des années de maturité en revenant. Là, parce que t'étais tout seul avec toi-même. Oui, exactement. Puis là-bas aussi, j'étais le plus jeune. J'étais le seul à venir de Montréal. J'avais une couette en arrière. T'sais. Ah ouais, ok. Une racée sur le côté, une couette en arrière, puis j'étais hors norme un peu, puis c'est ça m'a vraiment donné de la maturité. J'aime bien le progression, tout ça. Puis on va y en revenir parce que pour moi aussi c'est important, le côté sportif, c'est un exutoire pour des mauvaises journées, puis aussi pour faire du rapprochement social puis du développement d'affaires. Mais je voulais peut-être un petit peu attaquer ton côté professionnel. Suite à monteur de ligne, là tu t'es dirigé vers la vente automobile pour une passion
YZ, mais t'as pas fait super long feu là-dedans, quand même. 5 ans? Ah, Ouais. je pensais que c'était 2. Non, 5 ans. J'ai fait 5 ans dans l'automobile. Ok. J'ai eu plusieurs jobs dans l'automobile. C'est ça. J'ai eu plusieurs. J'ai travaillé pour plusieurs concessions. L'automobile, c'est un milieu où tout le monde se connaît, là. OK. Puis il y a souvent des changements de salaire, des changements de manière de fonctionner. Puis je te dirais que c'est assez commun des fois qu'il y a beaucoup de roulements de vendeurs, mais j'ai assez différentes places. Mais j'ai travaillé de 18 ans à 22, tu sais, 4 ans et demi à peu près là-dedans, là. OK. Sauf que je voyais que. Pourquoi je suis allé dans l'automobile? Oui, la passion des voitures. J'aime aussi la vente, mais j'aime le relationnel. OK. J'ai réalisé que j'aimais beaucoup le relationnel. Puis j'aime être payé à commission. Oh. De savoir que tu peux faire une différence, tu peux te distinguer des autres. Puis c'est ton mindset qui va faire en sorte de déterminer ton salaire. Donc, quelle quantité de travail émise va égaler résultat. Pour Ouais. toi, c'est quelque chose qui te sonne bien dans ta tête. Vraiment, vraiment. Puis moi, être payé de l'heure, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Parce que je vois pas le potentiel à long terme, possiblement. J'ai toujours voulu avoir ma business, mais c'est sûr que c'était un objectif qui était très loin. En fait, mon père aussi, ça a été un des gens qui m'a inspiré, là, c'est que mon père a eu une business avec son frère depuis qu'il était tout jeune. Donc, ça m'a toujours... j'ai toujours voulu avoir une business, gérer des employés. Je ne gère pas encore d'employés, mais je pense que j'aide beaucoup quand même les autres courtiers. Là, ça me fait plaisir d'aider les gens puis de partager sur un sujet. Là, donc, c'est un des objectifs. Oh, oui, ben absolument. Puis ton père avait une business dans quel domaine, si tu peux... Le marquage de chaussée. Je sais pas si c'est la peinture dans les rues. Ah ouais, Donc, OK. ouais, il avait ça avec son frère depuis plusieurs années. Il a vendu. Puis, c'est moi qui l'ai convaincu d'investir les fonds dans l'immobilier. OK. Donc, là, il gère un parc immobilier aussi. Là. OK. Donc, il fait ça, ouais. Fait que là, lui, il a commencé, il avait une business profitable, il a vendu ça, il a commencé à s'investir dans l'immobilier. Tu l'aides là-dedans, j'imagine? Ben, j'ai montré un petit peu la rentabilité des projets, comment calculer le financement. Puis moi, je suis son go-to là, pour ce qui est du financement parce qu'il sait pas c'est quoi une valeur économique quasiment, là. Mais c'est moi qui ai analysé ses projets. Il a fait, c'est ça, il a fait une construction de 60 unités. Puis là, c'est son projet de retraite. Puis, Il travaille là-dessus. Ouais. il adore ça. Puis il cherchait beaucoup parce que quand il a arrêté de travailler, il a des remises en question des fois. Là. Ouais. Puis là, d'avoir un projet comme ça qui peut s'occuper, je pense qu'il adore ça. OK. Puis ton père, j'imagine, il a toujours été, pour la plupart de ta vie, entrepreneur. Il a eu sa business. Ben, entrepreneur. En fait, mon père, c'était plus un gars de terrain. OK. Puis c'était son frère, mon oncle, qui était plus lui qui gérait la business. OK. Mais même là, j'ai travaillé 2 étés pour lui parce que c'était l'été qui travaillait. Puis c'était aussi de nuit qui travaillait pour qu'il y ait moins de voitures sur la route. Là. Ouais. Puis j'ai vu mon père sous un autre angle, de pouvoir gérer des gens, puis d'être le modèle, puis tout ça pour l'équipe. Là, puis ça m'a vraiment inspiré. J'étais jeune, là, mais... Ça t'a drivé un peu. Ouais. Puis là, suite à l'automobile, changement de carrière, remise en question, on est déjà rendu à 2 fois parce que tu avais commencé monteur de ligne, ça savais pas c'était quoi. Là, tu t'es remis en question, tout ça. Ouais. Un autre remise en question, qu'est-ce qui a motivé le changement pour aller maintenant en prêt commercial? Ouais, ben le prêt commercial, c'était pas le plan numéro 1. C'était le plan à long terme que OK. je visais. L'investissement immobilier, c'est ça qui m'inspirait. Mais en gros, j'ai essayé plusieurs choses dans ma vie. Je voulais avoir une business. J'avais regardé le e-commerce, j'avais regardé le trading, le forex, les crypto-monnaies, puis l'immobilier. Je regardais pas mal toutes ces plateformes-là. Puis j'ai fait aussi beaucoup de ventes automobiles de mon côté. Donc j'ai acheté des voitures pour les revendre pour profit en plus de mon travail. Donc c'était comme un petit peu, je regardais où je voulais m'aligner. Puis l'immobilier, j'ai réalisé que, donc j'ai essayé le e-commerce, j'ai essayé le Amazon, c'est de revendre, ouais c'est ça, j'ai essayé ça aussi. Puis l'immobilier, ça me semblait le plus concret, c'est ça qui me semblait, oui l'immobilier c'est de la brique, c'est du bois, sauf que aussi c'est des chiffres qui se trompent pas. Donc pour moi, ça semblait à long terme le meilleur investissement, puis je voulais accompagner les gens avec ça. Sauf que ça faisait quand même 5 ans que j'étais dans l'automobile, j'avais une bonne place, mon salaire ne plafonnait pas, je veux dire, il plafonnait, mon salaire plafonnait, puis je voulais trouver probablement un autre projet pour me driver. Donc en fait, je voulais être courtier immobilier au départ. J'ai commencé mon cours là, en étant courtier immobilier, sauf qu'après peut-être 2 mois, j'ai réalisé que c'était peut-être plus courtier hypothécaire qui me convenait au niveau Pourquoi? du salaire, au niveau de l'horaire de travail.
Puis le fait de ne pas se déplacer généralement, parce qu'on est majoritairement en télétravail. Là. Ouais. Maintenant, j'aime me déplacer là, pour venir te voir, rencontrer des clients, des choses comme ça. Là. Mais ça permet beaucoup de liberté de pouvoir... on va se dire aussi, on est plus sur l'horaire des banques, là, mais reste qu'on reste disponible quand même le soir, la fin de semaine. Majoritairement, la majeure partie de notre travail se passe de 9 à 5 du lundi au vendredi. Donc ouais, au niveau de la liberté, les conditions. Donc au début, je voulais aller courtier hypothécaire. Puis par la suite, j'ai appliqué chez PMML. Donc je me suis dit pourquoi pas aller au commercial directement si j'ai l'opportunité de le faire. Puis j'ai vu qu'il y avait un poste d'associé. Donc j'ai appliqué. Puis je suis allé rencontrer en fait Patrice Ménard m'a contacté par téléphone. Je m'attendais vraiment pas à son appel. Puis il m'a dit est-ce que tu serais disponible demain pour venir à Québec? Moi j'habite à Montréal. Là. Il dit là, j'ai répondu bien sûr, je vais venir, je vais être présent. Puis je pense que ça a démontré mon intérêt, puis je suis allé les voir, puis j'ai eu le poste. Là. OK, fait que là, lui, dans le fond, t'as passé en entrevue, il était à Québec, il dit, gars, en 2 bouchées de pain, il m'a passé quelqu'un d'autre en entrevue dans mon équipe. Ouais. Ça t'a montré une certaine willingness de vouloir prendre le poste, même si c'est comme 2-3 heures de route à faire. Quand je veux quelque chose, moi, je suis vraiment déterminé. Ben, t'es quand même allé à l'autre bout du monde à 17 ans, t'as aucune idée, c'est ça? J'avais pas 17 ans, là, j'avais 23 peut-être. Là. En ce moment, j'ai 27. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pris la route de l'université... Puis il y en a là, que leur premier job qu'ils ont, la première vraie initiative de vie qu'ils ont, c'est après l'université parce que justement, les parents les ont mis tellement confortables, ils ont payé leurs appartements puis tout ça. Puis quand j'étais à l'université, pour moi, j'enviais ces gens-là parce que moi, fallait que je travaille pour mes choses. Puis plus que j'avance dans la vie, puis je le vois, la différence dans le marché du travail, ceux qui ont dû travailler pour se rendre là, ceux qui se sont rendus là par le biais des choses, tu sais. Mm-hmm. Puis ça fait une très grosse différence, puis je pense que c'est vraiment des belles qualités pour être dans le domaine qu'on est, parce que nous, ça prend beaucoup de persévérance. Puis ça prend justement de faire certaines affaires comme ça sans nécessairement avoir la réponse que ça va être un oui, tu comprends? Mm-hmm. Fait que ça, c'est des bonnes qualités là-dedans. Mais suite à PMML, tu as fait une expérience pendant 1 an... J'ai fait seulement 6 mois. 6 mois là-bas? Seulement 6 mois chez PMML. Tu veux que je t'en parle un peu? Oui, j'aimerais ça, ouais. On décortique un peu, ouais. Ben écoute, en fait, j'ai fait 3 cabinets. Là. Je suis encore en bonne relation avec les 3 cabinets. Ça a bien été, puis j'ai rien contre eux. Là. Puis PMML, c'est vraiment un beau cabinet qui réussit beaucoup. Mais moi, j'avais un poste. On était 4 dans notre équipe, je pense, quand j'ai joint l'équipe. Puis j'avais un poste de développement des affaires. Donc, je faisais beaucoup de prospection. Puis au moins, j'avais l'expérience de l'automobile. J'avais 5 ans, j'en avais fait des cold calls. J'étais habitué. Sauf que j'avais quitté ça un petit peu pour apprendre sur le courtage hypothécaire. Donc, j'ai fait de la prospection pendant 6 mois non-stop. Je faisais des analyses de financement, oui, donc des calculs de valeur économique. Mais une fois que je closais le client en guise, là, une fois que je démontrais la plus-value de notre service puis le financement qu'on pouvait aller chercher, je perdais le client ensuite. Okay. Donc, c'est pas moi qui poursuivais ensuite là, au niveau de la relation client, le développement du dossier et tout ça. Donc, moi, je faisais juste des appels téléphoniques, des courriels. Je devais faire plus de 60 appels par jour de prospection. On va se dire, quand que tu maîtrises pas totalement ce que tu dis, là, je veux dire, je rentre dans le courtage hypothécaire, là, pas juste le commercial, je rentre dans le courtage hypothécaire. Puis il faut que je convainque des clients. Mon plus gros client que j'ai closé là-bas, c'était 25 millions quand même, là, que j'ai rapporté à l'équipe. Donc, c'est des gens qui sont multimillionnaires, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis moi, le petit jeune qui débute, faut que je démontre la plus-value de notre service. Mais ça m'a apporté quand même beaucoup, sauf qu'après 6 mois, j'étais vraiment plus capable. Là. J'ai même remis en question aussi le courtage hypothécaire tout court, là, parce que j'en avais juste plein mon... T'as plein ton casse. Ouais, c'est correct. Mais ça m'a rendu la personne que je suis maintenant. Puis maintenant, les cold calls, ça se fait tout seul, ouais. C'est une petite bouchée de pain. Ouais. Je voulais savoir, tu sais, les cold calls, oui, mais... Comment tu sourçais les gens à cold caller? Comment ça fonctionnait? Est-ce que PMML te donne une liste? Voici le numéro que tu appelles aujourd'hui? Oui, c'est un peu ça. Ils ont une liste interne chez PMML. Il y a des milliers je ne sais pas combien de gens sur cette liste-là. C'est beaucoup de numéros, sauf qu'il y a beaucoup de contacts que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est une morte, là. Ouais, c'est ça. Donc, mais oui, on avait juste à cliquer puis on avait des numéros à appeler, là.
Wow, OK, Ouais. fait que c'est comme automatisé. Puis là, Ouais. quelqu'un qui veut vraiment, là, puis qui il est motivé, là, il peut faire genre 100 appels par jour, Ouais. puis tu sais, il y a l'infrastructure pour faire ça. Là. Puis Mhm. ces lignes-là, est-ce qu'ils sont, ces numéros de téléphone-là, est-ce qu'ils sont pris d'anciens contacts? C'est comment ils construisent la base de données? Je pense que c'est lié au registre foncier. OK. Puis bon, aux prêts qui viennent à échéance possiblement, puis tout ça. Mais honnêtement, il y avait vraiment une équipe qui était dédiée à L'infrastructure de renflouer. ça. Ouais. Je pourrais pas dire exactement, là. Mais elle était pas totalement à jour non plus. Des fois, j'ai tout vendu depuis 5 ans. Ouais. Mais c'est T'as mieux que la- rien. Ouais. Donc, mais j'avais des numéros. Mais la liste était tellement exploitée aussi, malgré le fait qu'elle était très Large. grande, très large. Il y avait énormément de gens à l'époque, là, quand j'étais dans ce cabinet-là, qui faisaient de la prospection. Donc, il y a des gens qui se faisaient appeler à chaque semaine là, Parfait. Wow, OK. Fait que ça devient quand même agressif. Ouais, c'est une manière de voir les choses, ouais. Puis avant PMML, c'était Multiprêt ou c'est après Multiprêt? Multiprêt, c'est après. Après Ouais, Multiprêt. mais en fait, je suis parti de chez PMML. Je savais pas si je voulais poursuivre dans le courtage. Je suis parti. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime plonger dans des nouveaux défis, puis tout ça. Puis en fait, mes parents ils ont une vanne convertie, comme tu parlais un petit peu plus tôt. Puis Ouais. on était au mois de décembre, au mois de novembre. Puis je suis parti dans l'Ouest canadien. J'étais allé rejoindre un ami là-bas. J'ai traversé tout seul l'hiver. La vanne n'a pas reparti 2 fois. Il faisait moins 5. À un moment donné, j'ai eu moins 51, je pense, dans la vanne. Wow. Puis elle était pas isolée, rien. Là. Nice. Puis j'avais peur qu'elle reparte pas. Fait que je m'étais mis un cadran à chaque heure. Je me réveillais, je repartais. C'était bon pour la peau, ça. Ah ouais. Puis mais c'était. Fait que c'est ça. Je suis allé rejoindre un ami là-bas. On a fait du snow. Tu sais, juste sur grounder un petit peu. Là. Reconnecter avec toi-même. Ouais, exact. Donc, puis en revenant, je suis pas resté longtemps. Je suis resté juste 2 semaines. Fait que 2 semaines. Puis en revenant, j'ai fait bon, je lâche pas le courtage, mais qu'est-ce que je fais? Je vais assis les résidentiels. Donc, j'ai assis les résidentiels en fait pendant 1 mois. Puis, c'est long de débuter les résidentiels. Tu sais, on met de la structure en place, puis tout ça. Puis, on m'a approché par la suite de ça pour un autre cabinet commercial, un poste similaire d'associé avec des conditions très intéressantes. Donc, j'ai assis 1 mois le résidentiel. J'aurais pu poursuivre. Je voulais pas non plus. Je voulais pas non plus. T'es drôle, man. Je voulais pas non plus changer de cabinet encore une fois. Je m'étais engagé là-dessus. J'avais un site internet résidentiel, tout ça. J'avais mis beaucoup de fonds. Ouais. Mais j'ai eu un poste que je ne pouvais pas refuser en tant que tel, selon moi. Donc, je suis allé chez Multiprêt Commercial. OK. Puis là, this is where the love starts. Ouais, pour la business, en gros. Là. Donc, j'étais avec un courtier senior que... Est-ce que je peux dire son nom? Ou, Ben oui. Jean-Luc Dion. Puis honnêtement, Jean-Luc, merci beaucoup. Là. J'ai adoré travailler avec toi. Là. Donc, ça s'est super bien passé. En fait, là-bas, mon poste était différent. J'avais un poste d'associé, Ouais. mais je prenais des propres dossiers. Donc, je faisais mes propres dossiers. J'ai appris énormément là-bas. J'ai travaillé pendant 1 an ou 1 an et demi là-bas. Je me souviens plus exactement, mais j'ai appris vraiment comment faire du courtage, comment amener la plus-value. C'est là que j'ai vraiment embarqué en amour avec le travail en tant que tel. Tu sais, malgré ton parcours comme ça, Ouais. il y a des similarités dans un parcours comptable qui est une affaire un petit peu plus cartésien, puis je t'explique pourquoi. Mettons, quand tu veux travailler comme comptable CPA pour aller chercher ton titre, ils commencent bien souvent à travailler dans des grands cabinets, OK? Puis comme PMML, ils font une tâche. C'est cette tâche-là que tu vas faire. Tu vas faire ça 5 jours sur 7 à répétition. Puis là, ce qu'ils font bien souvent, après avoir cherché comme cette expérience-là, genre ce McDo-là, si on veut, comme expérience, là, ils vont dans un plus petit cabinet où ils portent des chapeaux différents, exactement comme tu as fait. Ouais. Le Multiprêt t'a apporté un autre genre de compétences. Ouais, effectivement, m'a apporté beaucoup. J'ai adoré travailler là. C'était vraiment une bonne place. Sauf que je suis parti. Est-ce qu'on abordait ça maintenant? Oui, ben c'est toi la star du show. Ben, c'est ça. Multiprêt Commercial, c'était vraiment une belle équipe. Ça allait bien. J'aimais ce que je faisais. Sauf que, comment je pourrais expliquer ça? Je suis parti de là parce que je commençais à avoir un bon volume qui était considérable. Puis ma manière, moi je suis quelqu'un qui aime quand ça bouge. Il faut que ça bouge, faut pas, quand je m'engage devant le client au niveau des délais, il faut que ça soit respecté. Je veux soumettre quand j'ai dit que j'allais soumettre. Puis, écoute, je pense qu'on a toute une perspective différente au niveau de la perfection qu'un dossier peut se rendre. Puis,
je pense que prioriser le délai, parce que les délais au commerçant, on va se le dire, sont très longs puis peuvent causer un enjeu. Là. Puis je pense que c'était plus une priorité de mettre de focusser sur le délai au lieu de que le dossier soit parfait, qu'on ait toutes les réponses à toutes les questions. Ouais. J'aime mieux soumettre rapidement. Puis, si jamais la banque ou la SCHL demande des questions, je vais pouvoir l'obtenir rapidement. Mais il ne faut pas, au niveau des délais, dans une transaction commerciale, selon moi, c'était une priorité de soumettre le dossier quand même le plus rapidement possible. On va se dire, le dossier, quand je le montre, là, je m'assure qu'il soit bien présenté, qu'il soit bien fait. Sauf est-ce que c'est la perfection devant toutes les banques? Peut-être pas. Mais est-ce qu'on va se rendre au bout? Est-ce que le client va avoir le meilleur financement possible? Oui. C'est ça. Donc, toi, tu priorises. Ben, tu sais, on s'entend, après avoir vu plusieurs dossiers, il y a quand même un muscle qui s'installe. On va pas demander n'importe quel document, puis on sait à peu près où est-ce qu'on peut cadrer le dossier. Là. Après ça, c'est de trouver la bonne institution financière, puis les paramètres changent tout le temps. Ça change tout le temps. C'est quoi le flavor of the month? Parce que comme les gens comme toi, les banques ont des portfolios d'investissement avec des classes d'actifs dedans. Puis des fois, ben, ils sont trop surchargés d'une classe d'actifs, sont moins... Faut s'adapter, ouais. Oui, il faut s'adapter pour survivre. Puis c'est tout le temps un combat chaque jour. Mais toi, tu priorises, mettons, un envoi rapide pour déjà avoir un préfiltrage au niveau du crédit. Là. Ouais, mais c'est aussi que la SCHL en ce moment, c'est 10 semaines, là, juste le délai de la SCHL. Ouais. Puis quand on est dans une transaction d'achat, puis que le vendeur, il y a quelqu'un d'autre, parce qu'on va se dire aussi, on est dans une période où les taux d'intérêt baissent, le prix des immeubles monte. Donc, si le vendeur, quelqu'un qui veut payer l'immeuble plus cher, puis que les délais, t'arrivent à échéance dans tes délais, ben là, c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de focusser sur les délais, là, se mettre rapidement. Fait que là, t'as énuméré quelque chose au début sur ta personnalité. T'as dit que je fais un gros comeback, mais t'as énuméré que t'étais quelqu'un de très sportif. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui se transmet dans ton style de travail? Team player, joueur d'équipe, performance. Ouais, team player, ouais, j'aime... achieve le goal. Ouais, j'aime avoir une équipe, score. arriver à un objectif. Puis je suis assez énergétique aussi, là. J'aime quand les choses bougent, là. Puis le fait je vais au gym pas mal à chaque jour, là. Puis le fait d'aller au gym fait en sorte que je laisse aller le méchant, puis je deviens plus dans mon corps. Comme ça, quand je reviens ensuite de ça devant mon bureau, ben, ma tête est toute là. Je trouve que ça fait vraiment un bel équilibre. Oui, parce que j'imagine, plus que je t'entends, je vois peut-être que tu as vécu certaines frustrations avec des expériences, puis comment, ah non, moi je vais changer ça, ah non, je change ça. C'est important d'avoir un exutoire. Toi, c'était le sport. T'aurais-tu pu faire une carrière professionnelle de sport, tu penses? J'aurais pu être cascadeur. Avec le parcours, là, j'ai gagné, j'avais 16 ans. Puis j'ai fini troisième à une compétition au Stade olympique qu'il y avait eu. Puis j'étais avec des gens de tout âge là, de partout au Canada. Là, puis j'avais fini troisième. Donc je voyais vraiment un potentiel là-dedans. Sauf que j'avais un ami à l'époque avec qui on en faisait beaucoup. Puis il y avait une certaine compétition. Les deux, on s'améliorait. Les deux, on devenait plus bons. Puis c'était rendu à un point où on était très dangereux. Là. On risquait nos vies. Là. Wow. Donc, puis quand t'es jeune, tu réalises pas trop là, l'impact que ça peut avoir. Là. Puis j'ai réalisé que, je veux dire, il peut arriver quelque chose qui va faire en sorte que tu vas être soit paraplégique ou juste tu vas décéder là, d'ici la fin de tes jours. On était très dangereux. Je sais pas si vous connaissez le parcours un petit peu, mais ça peut être très dangereux. Ouais. Voilà, le parcours que je vois, c'est dans The Office. Ouais. Non, je connais. Mais sinon, non, effectivement, ceux qui font du parcours street, là, mettons, ben ils vont sauter d'une clôture à l'autre, puis des fois, tu as un étang d'eau, ou tu sais, comme en haut de certains grillages, ou tu sautes en bas d'un deuxième étage sur un poteau pour descendre. C'est ça, mais c'est des sauts entre des toits, là. C'est ça que je faisais. Là. Puis je faisais des flips aussi entre deux toits. Wow. Donc en bas, je tombais, je mourais. Donc, c'était ça, le one try. C'est ça, puis encore une fois, on est les deux sur le toit, moi et mon ami, puis là, c'est qui va faire le flip en premier. Donc c'était une compétition qui était un petit peu... très dangereuse. Ouais. Ben, regarde, écoute, c'est ça que ça te prend, un beau char puis des flips entre les toits. C'est ça, chacun son affaire. Mais juste pour conclure sur ce sujet-là, il y avait quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, il s'appelle Mitch Todorovic, c'est un Montréalais. On peut le chercher en ligne, là, puis en fait, il est rendu cascadeur Borixman. Okay. C'était un de mes modèles, on était souvent avec lui à Montréal quand j'étais jeune, puis il est rendu vraiment athlète de renommée mondiale. Là-dedans. Donc je vois que j'aurais pu avoir un certain parcours là-dedans, sauf que j'ai pris les décisions de faire quelque chose de plus sécuritaire pour ta santé. Ouais, ben, il reste que tu peux avoir la même sensation autrement, donc...
Ouais. Une sensation d'adrénaline. Là. Ouais. Comme tu démontres pour les ventes. Les ventes, ouais. C'est sûr que les ventes, le domaine de la business, puis quand il y a un gros dossier qui est signé ou qu'il y a un client qui te remercie énormément pour d'avoir fait la différence dans son dossier, ça apporte un effet similaire. Mais sinon, tu sais, le gym, se pousser à bout. Parce qu'en fait, moi, le gym, pourquoi j'y vais à chaque jour aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est la chose la plus difficile à faire dans ma journée. Peu importe le client que je vais parler, peu importe le dossier, les problèmes qui vont arriver, là, quand je me pousse à bout personnellement, c'est là que j'ai la même sensation aussi. Puis c'est ça qui est le plus difficile dans ma journée. Là. Moi, d'avoir fait le backtrack, parce que je trouvais que c'était intéressant sur ta personnalité, cet aspect-là, l'aspect compétition, l'aspect team player, l'aspect de se dépasser pour arriver à nos résultats. Mm-hmm. Tu vas au gym à chaque jour, ben ton but, c'est toujours de mettre un petit peu plus puis de garder en forme, tu sais. Puis là, ça m'apporte à où est-ce que tu es peut-être aujourd'hui. Tu as changé encore de multiprès. Pas encore que c'est une mauvaise chose, mais tu sais, comme c'est un autre changement que tu as fait dans ta vie pour aller chez Orbis. Ouais. Comment, de où ça a parti, ça? Mais c'est ça, je trouvais que personnellement, je voulais rendre ma méthode de travail plus efficace pour mes clients. Que ça pouvait pas, je pouvais pas atteindre le niveau que je désirais avec Multiprès. Je dirais, c'est toujours, les choses changent. Hein? Donc, à l'époque, au moment présent, j'avais pas l'impression que je pouvais atteindre mes objectifs avec ce cabinet. Donc, c'est pour ça que je suis parti de chez Orbis. Jonathan Gagnon, ça faisait un certain temps que je le connaissais. Puis, partir courtier hypothécaire commercial, là, j'étais associé, ça faisait 1 an et demi, un petit peu plus. Puis partir à son compte, c'est pas tous les cabinets, il n'y a pas énormément de cabinets commerciaux là, au Québec. Là. Puis c'est pas tous les cabinets qui vont te prendre, tout simplement. Ouais. Donc, Jonathan Gagnon m'a inspiré, il m'a laissé ma chance. Ça faisait un certain temps que je le connaissais. Puis je voyais un fit, en fait, Jonathan. C'est un sportif? Oui, c'est un sportif. Il me ressemble sur certains niveaux, puis je le trouve inspirant. Donc, c'était une image à se refléter quand tu travailles. Là. Puis, donc, je suis parti chez Orbis, mais le point numéro 1 pourquoi je suis parti chez Orbis, c'est que je voulais ma propre business, ma propre clientèle, mes propres méthodes de travail, puis avoir ma liberté de travail. Tu sais, qu'est-ce qui a une similarité avec Joe? Tu as dimensionné inspirant, c'est un peu la raison pourquoi j'ai décidé d'aller chez Orbis, c'est principalement pour Joe, là, ouais, parce que moi, j'avais travaillé avec côté banque, j'étais banquier avant. Ouais. Puis, tu sais, c'est la façon, son positivisme, tu sais, comme, c'est un éternel positif, ce gars-là. Ça, c'est vraiment le fun, là. Puis, ce qu'il y a aussi avec lui, c'est que lui aussi vit un peu une transition en ce moment dans sa vie du genre, il veut plus s'orienter genre grand frère, coach, VP, mais il y a de la difficulté un peu parce que comme moi, j'ai toujours été vendeur, puis je ne veux jamais être gestionnaire, mais comme, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec l'humain. Bien souvent, la personne qui veut pas faire le rôle, c'est comme la meilleure pour faire le rôle. J'avais Patrick Mainville qui était assis à ta place, puis il dit « Moi, j'ai jamais voulu être DG, là. » Ben, les gens m'ont poussé à être DG parce qu'on dit « C'est toi le meilleur. » Puis c'est un peu la même affaire qui se passe avec Joe. Moi, j'ai été très charmé par son leadership, etc. Sûrement, c'était la même affaire avec toi parce qu'il y en a plein de gestionnaires, là, puis il y en a quelques-unes quand même. Tu aurais pu continuer chez Multiprès, chez PMML. Il a fait quelque chose, lui, qui t'a influencé à aller chez Orbis. Puis c'est quoi, ça? Mais en fait, c'est tout simple. Puis je lui ai dit à plusieurs reprises, je lui ai dit, tu sais pourquoi tu m'as convaincu de venir? C'est à cause que je me disais, de quoi je vais avoir l'air quand je vais avoir ton âge? C'est toi, tout simplement. Ah, wow! Ben ouais. Cheese! Tu sais, il roule avec la M4, la grosse montre. Ouais. Puis pas juste ça, mais tu sais, c'est un sportif aussi dans l'ombre. Je m'entraîne avec lui à quelques reprises, là, de temps à autre. Là, puis c'est ça, c'est un modèle, tout simplement. Puis je pense que c'est important de t'entourer de... je pense que dans la vie, là, tu dois t'inspirer de certaines personnes, donc des gens que tu voudrais représenter, des gens de ton niveau, puis tu as des gens aussi que tu veux amener vers le haut. Ouais. Je pense qu'il y a 3 catégories de gens autour de toi. C'est un ancien joueur de hockey, lui, il aurait pu, fait que peut-être qu'il était un peu le team spirit de ça. Puis là, on arrive chez Orbis, day one, un petit peu de bagage, mais encore là, rien de concret. Recrue de l'année. Ouais. Explique. Ouais. Ben, au début, il y a eu la remise en question. Hein? C'est pas toujours facile de se lancer en affaires. Puis au commercial, ça prend 6 mois. Ça peut prendre plus que ça avant de te faire payer. Donc, c'est pas facile. Puis, bon, c'est ça. Quand je suis parti à mon compte chez Orbis, il y a eu des hauts et des bas. Des dossiers qui vont moins bien, des dossiers qui fonctionnent, des succès, des échecs. En fait, ça a été un déclic
Il y a eu un certain point où j'ai été down, pendant il n'y avait pas beaucoup d'action. Puis j'ai eu un déclic dans ma tête où j'ai fait les efforts nécessaires, j'ai trouvé des stratégies de développement d'affaires, puis je me suis mis vraiment all-in. Puis je me disais à chaque jour, qu'est-ce que tu peux faire de différent qui pourrait t'amener de la business? Puis j'ai un plan d'affaires, justement c'est Joe qui me parlait de ça, puis j'ai un plan d'affaires, puis à chaque fois que j'ai du temps, je vais le regarder, je vais réfléchir, puis je vais trouver une nouvelle manière de l'adapter, puis d'essayer une nouvelle stratégie. Donc ça a été vraiment, moi c'est les réseaux sociaux qui ont fait une différence, je te dirais. C'est sûr que j'avais quand même un bagage de clientèle là, qui me contactait. Donc ça, j'avais 1 an et demi plus d'expérience de clients que j'avais parlé, donc ça a aidé. Mais les stratégies que j'ai mises en place, je faisais de la prospection sur LinkedIn, je faisais de la prospection sur Facebook, j'ai commencé à faire des capsules vidéo, des posts d'information, des appels téléphoniques de prospection, puis ça a fait une différence. Puis j'ai vu les résultats, je dirais que c'est vraiment cette année, là, c'est cette année. Mais durant mes années de courtage, ça a été toujours un levier, mais cette année, ça a vraiment explosé. OK. Ouais. Puis, mettons, LinkedIn, qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? Sur LinkedIn, dans le fond, ce que je faisais sur LinkedIn, tu fais des posts. J'essaie de faire un post à chaque semaine ou chaque 2 semaines. Des capsules d'information, des dossiers qui sont passés, des petits reels informatifs. Mais j'ai aussi contacté, dans le fond, certaines stratégies que j'ai fait. J'allais sur Centris, j'écrivais courtier immobilier commercial. Toute la liste, je les ai toutes contactées par courriel ou téléphone. Je faisais de la prospection comme ça. Sur LinkedIn, après ça, j'ai fait courtier hypothécaire résidentiel sur LinkedIn. Toutes les résidentielles n'ont pas de dossier commercial la majeure partie. J'ai prospecté. Ensuite de ça, tous les investisseurs immobiliers. Tous les investisseurs immobiliers, il y en a beaucoup qui écrivent ça dans leur description. Ça m'a sorti une tonne, puis je faisais juste leur écrire tout le temps. OK. Fait que je me disais, je fais un certain nombre d'actions à chaque jour. 20, 30, 40, 60. C'est beaucoup mieux que chez PMML, je faisais ça à temps plein. Oui, ça donnait un résultat, mais pouvoir combiner juste un petit peu à chaque jour va faire une différence sur le long terme. Ça compound interest. Yeah. Exactement, OK. Ouais. Puis là, tu envoyais les messages. Puis là, qui mettons, entre ces 4 catégories-là, tu as énuméré courtier commercial, courtier hypothécaire résidentiel, investisseur immobilier, puis tu as énuméré aussi... Non, il y en avait 3, ouais, c'est ça. C'est ça, 3. Quelle a été la plus grosse source, mettons, de référencement? C'est vraiment dur à saisir là, parce que j'ai parlé avec énormément de monde. Mais si je peux te dire en ce moment... Dans ces 3 catégories-là. Ma business, mettons, en ce moment, j'ai beaucoup de courtiers hypothécaires résidentiels qui m'envoient de la business. OK. Je dirais que la majeure partie des références provient de là, qui font pas leurs dossiers commerciaux. Puis c'est sûr, moi non plus, je fais pas de dossier résidentiel. Je suis spécialisé commercial, donc c'est un petit peu un partage de services. Ouais. Mais j'ai aussi des courtiers immobiliers commerciaux qui m'envoient de la business. J'ai beaucoup de clients qui m'envoient des clients. Des amis qui font des investissements et tout ça. Bouche à oreille. Ouais, puis j'ai beaucoup de clientèle aussi que c'est des premiers investisseurs. Puis moi, mon but avec mes clients, je vois pas ça comme de la vente, je vois ça comme un partenariat à long terme. Moi, je veux développer des bonnes relations, des bonnes bases avec mes clients, je veux être disponible pour eux autres. Puis je veux les accompagner dans leur parc immobilier. Dans le fond, tu veux juste être le point de référence pour eux autres, puis qu'ils savent déjà, regarde, Chris, c'est la personne avec qui je fais affaire, il me cherche tout le temps. Il a fait de son mieux, fait tout le temps de son mieux, c'est ce que tu voudrais avoir, du repeat business. Ouais, puis que ça soit, même si je peux pas l'aider, s'il y a une question sur d'autres choses, ça va me faire plaisir. Là, puis comment tu fais pour dissocier les rêveurs des vrais? Parce qu'il y a beaucoup de rêveurs. Ouais, ben c'est assez. Moi, je travaille dans la vente depuis longtemps là, dans l'automobile, donc c'est assez facile de saisir pour moi quelqu'un. Mais je pose des questions. C'est sûr, j'essaie de pas être trop froid, trop direct avec les clients, mais je fais de la publicité sur Facebook, là, comme on a parlé, puis j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Ouais. Des gens qui n'ont pas d'immobilier, qui n'ont pas d'argent pour investir, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'une des manières faciles de déterminer si un client est sérieux, c'est demander combien il y a de mise de fonds, combien il veut mettre d'argent. Donc, ça, c'est facile de déterminer. Je sais que des fois, c'est peut-être un peu indiscret, mais reste que tu veux investir dans l'immobilier, il faut de la mise de fonds. Oui, on peut maximiser ton financement pour réduire ta mise de fonds. Oui, on peut, si tu as 150 000, on peut te trouver pas juste un immeuble avec 150 000, t'sais. Mais c'est ça. Il faut quand même de la mise de fonds. C'est dur à défricher ça parce que j'ai fait des publicités sur Instagram. Puis écoute, je pense que je recevais genre 12 messages par jour là, pour des bâtisses en commercial, propriétaire occupant. Ça, c'est plus mon style, là, l'industriel, que le multi-res. Parce que j'ai pas de créneau dans le multi-res, mais je suis capable d'en faire pareil pour le moment. Puis écoute, je pense que j'avais de 8 à 12 personnes qui m'écrivaient par jour. Là.
puis comme 99,9%, là, c'est tous des rêveurs. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que là, tu t'assois avec lui, tu prends une demi-heure, tu sais, Teams, blablabla. Moi, je fais peut-être pas une rencontre Teams. Si je vois le sérieux du client, je vais booker une rencontre Teams, mais sinon, je fais juste texto, Facebook, ou sinon un appel téléphonique. Puis c'est facile après de... Ouais, après ça. Puis au commercial, contrairement au résidentiel, c'est... Je veux dire, j'ai pas besoin de voir tous les documents du client pour déterminer le financement puis si sa transaction fait du sens. Là. Ouais. J'ai juste besoin. Puis ça, c'est bien, je trouve, là, d'accompagner le client avec ça. S'il y a un immeuble en vue, là, ça me prend pas super long. Moi, premièrement, si un client me contacte puis il y a un projet en tête, je reviens toujours à l'intérieur de 24 heures. Puis généralement la journée même aussi. J'essaie d'être très proactif là-dessus. Mais si le client me dit que je vais le prendre pour acquis, là, je vais croire que le client il est sérieux dans ce qu'il dit, qu'il y a bel et bien 30 000 de mise, mettons 30 000 ou 100 000 ou 150 000 $. Je vais le prendre pour acquis. Mais je vais lui demander, as-tu un projet en tête? As-tu un immeuble en vue? Tu regardes quel secteur? Tu veux mettre combien de mise de fonds? Puis si je vois qu'il y a du sérieux, ben là, je vais vraiment y expliquer la stratégie qu'on peut suivre, qu'est-ce que je peux faire pour lui. Fait que tout, dans le fond, tu génères des leads at large. Tu poses quelques petites questions. Oui, ouais. Tu vas tout de suite déterminer le. Ça se peut que tu en échappes au passage, mais très peu. Ouais. Puis là, à partir de là, quand tu vois le sérieux du client, là, tu commences à t'investir un petit peu plus dans le dossier. Puis j'essaie de quand même toujours faire une bonne image. Puis si le client n'a pas de mise de fonds, ben je dis économise un certain montant, trouve-toi des partenaires. C'est souvent ça la clé au commercial quand tu veux débuter, c'est de trouver des partenaires. Ouais. Puis moi, c'est ce que j'ai fait aussi là, pour investir. C'est tellement mieux au niveau de la gestion, au niveau de la mise de fonds, au niveau du risque. Donc, trouve-toi des partenaires. Puis j'essaie de toujours faire une bonne image là, pour que. Parce que le commercial, tu le sais jamais, mais il y a un client qui peut te recontacter dans 5 ans. Là. C'est vraiment parler au plus de monde possible. Puis un jour ou l'autre, ta business, ça va exploser. Ouais. Puis dans le fond, on a parlé un petit peu de prospection, tout ça. Mais n'empêche, la prospection, tu as quand même plusieurs dossiers que tu travailles en ce moment, des dossiers closés. Aimerais-tu me parler de quelques-uns de ces dossiers, puis la réalisation, puis donne des détails, puis donne le processus complet, là. Parce que ça peut aider beaucoup, là. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de transactions. Je pourrais en parler de plusieurs, mais j'ai fait une vidéo récemment, une petite capsule, là, puis c'est comment optimiser sa valeur économique parce que, bon, au commercial, le financement est basé sur la rentabilité de l'immeuble. La banque va prêter, tout dépendant du programme, de 75 à 95%. La plus petite valeur des trois. Donc, il y a la valeur marchande, rapport d'évaluation, prix d'acquisition, prix d'achat, puis valeur économique. La valeur économique, c'est un calcul de rentabilité basé selon l'amortissement, le taux d'intérêt, puis la banque veut s'assurer que vous ayez un cash flow positif. Donc, c'est ça une valeur économique. C'est le maximum de financement que tu peux avoir pour avoir un cash flow positif. Puis, il y a des manières d'optimiser sa valeur économique avant de le présenter à la banque. Ça, je veux dire, je peux pas donner toutes mes secrets là-dessus, mais en gros, s'il y a des logements qui sont vacants, puis on veut faire des travaux, avant de présenter le dossier, on peut soumettre des soumissions de factures. L'évaluateur va reconnaître un loyer marchand plus élevé, ce qui va augmenter la valeur économique, même s'il n'y a pas encore un locataire dedans, même si les travaux sont pas encore. Avant de faire l'évaluation. L'évaluation peut être modifiée, mais avant de présenter le dossier à la SCHL ou la banque, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite de ça, il y a les assurances. Des fois, je vois des assurances qui sont beaucoup trop élevées, là, des vendeurs qui ont des assurances beaucoup trop élevées. Tu fais une soumission, c'est le 3/4 de la soumission de l'assurance du vendeur, ça augmente ton financement. Donc ça, c'est un autre point aussi. Tu as les optimisations d'efficacité énergétique. Les immeubles qui sont chauffés au gaz, okay, puis tu fais une conversion à l'électricité, tu sauves énormément de dépenses. Puis la SCHL peut reconnaître la rentabilité future. Donc, tu sautes ton financement. Tu peux aussi financer des travaux. Moi, j'achète un 7 logements à Sherbrooke actuellement. Je vais changer toutes les fenêtres, je vais changer tous les balcons, tout financé à 95%. OK. À Sherbrooke... Hein? Ouais. Dans quelle région? Hein? Je connais pas Sherbrooke. Non, OK. Mais je suis allé voir l'immeuble puis j'ai un partenaire dans cette transaction-là. La rue King West. Je vais peut-être pas dire la rue, là. Je sais pas c'est où là, exactement, mais je suis allé voir, c'est un beau secteur. Ma soeur, elle étudie là-bas actuellement aussi. Fait que si j'ai quelqu'un sur place aussi de confiance, là, si jamais il y a... C'est ça aussi la game de l'immobilier, tu sais. C'est soit tu payes une gestion, 5%, à peu près, ou tu le fais toi-même. Ouais. C'est où tu te situes là-dedans? Parce que toi, t'en as un petit peu d'immobilier. Moi, c'est sûr que si l'immeuble n'est pas près de chez moi, je préfère pas m'occuper de la gestion. Puis j'aime ça, le partenariat, de pouvoir se séparer les tâches, séparer les risques.
Donc, à date, mes immeubles sont pas gérés par moi. Donc, c'est ça l'objectif pour l'instant. Mais même si tu engages une compagnie de gestion, là, avec le calcul de la SCHL, tu es quand même cash flow positif. Parce que ils vont prendre 4,25% pour immeubles de 11 logements et moins, puis ils vont prendre 5% pour immeubles de 12 logements et plus. Donc, c'est déjà dans ton cash flow positif. Ouais, ben c'est déjà calculé dedans. Puis si tu t'en occupes réellement, ben prends-les pour toi, le 5%. Là. On l'enlève déjà, là, tu sais. Exact. Fait que ça, c'est à ce niveau-là. Fait que là, toi, tu dois peut-être à long terme en acheter un petit peu plus. Ouais, moi, je suis plus passif un petit peu. Je fais des optimisations directement avec la SCHL. Donc, j'essaie d'optimiser l'immeuble, mais directement avec la SCHL pour mettre la moins de mise de fonds possible. Puis, il y avait des contraintes, là, on l'a vécu, là, mais il y avait des contraintes avant pour le retrait d'équité, le refinancement, puis le dégagement d'équité, puis tout ça, 12 mois de stabilisation de loyer. Donc, j'essaie de faire plus une optimisation directement avec la SCHL. Puis, mon objectif, c'est d'en acheter un minimum par année. Puis après 5 ans, de faire un refinancement par année, tout simplement. Ben, ça va s'accumuler. Là, mais... Ouais. Puis là, peut-être faire des constructions neuves éventuellement. Ouais, mais c'est un autre projet que je regarde actuellement parce qu'il y a une petite loupe maintenant, c'est qu'avec efficacité énergétique, maintenant, tu peux pas aller chercher... 100 points, tu peux aller chercher juste 50 points, donc tu es limité à 85% de financement. Sauf que si tu achètes un immeuble qui n'est pas encore stabilisé, donc, si tu achètes directement de l'entrepreneur et le bâti, puis toi, tu l'achètes une fois qu'il prend possession, là, l'immeuble n'est pas stabilisé, là, tu peux acheter à 95%. Donc, tu peux acheter théoriquement encore à 95% juste avec l'efficacité énergétique. OK, je savais même pas. Ouais, puis tu n'as pas tous les risques de la construction, les 10% d'hypothèque légale, la complexité du dossier. Tu achètes directement de l'entrepreneur. Quand il est construit. Quand il est construit. Mais tu signes une offre d'achat avant la construction, mais tu passes au notaire une fois que l'immeuble est terminé. Puis là, tu serais capable d'aller chercher ton 95% de financement. Puis comment tu vas chercher tes 100 points si l'efficacité énergétique... C'est 50 points. C'est 50 ans. Donc, tu es limité à 40% de 40 ans d'amortissement. Ouais. Sauf que tu peux aller à 95% de ratio pré-valeur. OK, je savais même pas. Ouais, c'est ça. C'est une petite... Good to know. Une petite loupe une fois que l'immeuble n'est pas stabilisé. Mais l'immeuble est là, tu le vois, il y a des locataires dedans, mais il n'est pas stabilisé. Ouais. C'est considéré comme une nouvelle construction. Ouais. Puis là, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de financement commercial, peux-tu me parler un petit peu, c'est quoi les processus, les étapes? Pour devenir courtier? Non. Pour faire une transaction avec toi. Oui. Mettons un 12 unités. OK. Donc, mettons un 12 unités. C'est sûr que moi, de mon côté, avec mes clients, je travaille très étroitement pour faire le plus d'analyse de financement possible puis être très réactif. Donc, s'ils voient un projet de 12 logements, je veux qu'ils me l'envoient le plus rapidement possible pour qu'on détermine le financement puis la stratégie à suivre. J'ai des clients, des fois, qui font des offres d'achat, ils savent même pas c'est quoi le financement qu'ils vont chercher. Ils savent même pas le délai non plus, ils mettent 30 jours puis ils savent pas combien de temps. Oublie ça. Ça fonctionne plus maintenant. Peut-être que ça fonctionnait avant, mais ça fonctionne plus maintenant. La majeure partie des transactions sont faites SCHL, là, on va se le dire. Donc l'analyse de financement, 1. Après ça, offre d'achat. Okay, si la visite a lieu avant ou après, peu importe. Là. L'offre d'achat acceptée, là, c'est inspection. OK? Mais il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec les délais qu'on a actuellement, là, en date d'aujourd'hui, c'est pas mal 100 jours qu'il faut qu'on mette sur l'offre d'achat. Les délais ils ont augmenté pas mal à cause du 18 juin, de l'avis 253, les changements d'APH Select. On estime que ça va rebaisser parce qu'il y a un certain bouchon à traiter en ce moment. Mais le délai de la SCHL, c'est 10 semaines. Le délai de la banque, c'est 12 semaines. Puis, il faut que tu aies visité les lieux, il faut que tu aies fait l'inspection, il faut que tu aies fait le rapport d'évaluation avant de soumettre. Okay? Ça, c'est si on ne parle pas d'une transaction d'efficacité énergétique où là, il faut que tu contactes un ingénieur, puis généralement, c'est un peu plus long que le rapport d'évaluation. Mais une fois que l'inspection a lieu, qu'on est sûr d'aller de l'avant avec la transaction, il faut contacter la firme d'évaluation très rapidement. Puis, au niveau des documents, c'est sûr que des fois, j'envoie la liste de documents avant que mes clients fassent une offre d'achat. Il y a des clients, des fois, ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois à avoir tous les documents requis pour un dossier. Ben, ouais. Donc, ça, c'est où c'est le plus long. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de faire quand même des suivis rigoureux, mais des fois, je mets pas de pression sur mes clients. Moi, je fonctionne pas avec la pression. Je fais quelques suivis. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ouais. Donc, c'est important de se préparer au niveau des documents. Il y a des gens qui sont très rapides, mais moi, de mon côté, je dis actuellement, on a 12 semaines de délai une fois que j'ai tous les documents. Ça, des fois, c'est mal compris, là. Ouais, c'est pas 12 semaines au complet, puis on arrive à minuit moins 1, puis ben là, ça fait 10 semaines, ouais, mais j'ai pas encore tes documents de valeur nette tangible. Ben là, t'es donc bien pas bon. C'est ça.
OK. Fait que là, on commence, on fait une offre d'achat, pas encore. Non, on fait l'évaluation. L'analyse de financement en premier, déterminer que ça fonctionne. Ouais. L'offre d'achat, l'inspection généralement recommandée, l'évaluation, après on envoie SCHL. Mais avant de faire l'évaluation, si on sait déjà qu'on veut se cadrer vers un programme de la SCHL, est-ce que c'est mieux de faire le certificat l'ingénieur? Ouais, énergétique. Oui, en même temps. Il faut commander. Ouais. Puis ça, ça a un certain coût, là, puis il faut qu'on l'obtienne avant qu'on soumette à la SCHL. Ouais. Donc, c'est sûr que si on y va en efficacité énergétique, il faut commander ça rapidement. Là. Puis c'est quoi suite à la... Parce que là, c'est pas c'est le 16 ou 18 juin, suite au changement, au pointage, est-ce que tu vois plus de créativité au niveau de comment arriver à 100 points? Ou est-ce que tout le monde va à 100 points à cette heure? Ou, il y a, pour la construction en SCHL standard, maintenant, on peut aller chercher 50 ans d'amortissement. Ça va pas être un produit populaire, à part pour un 5 et 6 logements, que le RCD est déjà à 1.1. Mais effectivement qu'il faut s'ajuster. Il faut s'ajuster. Je te dirais qu'il y a des transactions qui sont faites juste avec l'efficacité énergétique, qu'on est limité à 40 ans d'amortissement, mais je vois de plus en plus d'abordabilité. Donc, on n'a pas le choix de se... Accessibilité, tu vois pas... Accessibilité, c'est plus pour la construction neuve, là. Puis non, j'en vois toujours pas beaucoup. Là. C'est pas un produit qui est populaire. Puis oui, ça pourrait être plus populaire, sauf que ça donne pas assez de points. Si on regarde une configuration où on a 50 points d'efficacité énergétique et 30 points d'accessibilité, ça donne juste le niveau 2. Tu sais, ça donne même pas le niveau 3. Ouais. Ça peut faire une différence, mais est-ce que... 5 ans. Ouais, c'est ça. Mais par contre, le petit bémol avec l'abordabilité, c'est qu'il faut que tu suives le TAL pendant minimalement 10 ans. Exact. Puis là, mettons, tu vas aller chercher un petit peu plus de points d'abordabilité, tu peux stretcher ça à 15. 20 qu'est-ce que ça veut dire? 15 ans, suivre le TAL. C'est 20 ans le double. 20 ans, Ouais, excusez-moi. pas de C'est ça. Si tu vas aller chercher 30 points de plus, c'est 20 ans. Puis là, tu dépasses le 100 points. Fait que tu sais, comme fait de l'overkill, mais là, t'es comme un petit peu pogné à... Mais il y a certaines configurations qui peuvent faire du sens. Si tu fais justement l'efficacité énergétique avec 40% de logements abordables, ça fonctionne. T'sais. Ouais, mais 40% de logements abordables, tu sais, comme la rentabilité est tough, là. Parce que la grille, elle date de 2019. C'est pas encore updaté. Fait que c'est des revenus médians de 2019. C'est ça. Ça fonctionne pas pour des immeubles qui sont récents. Que ce soit des immeubles qui soient vieux. Mais moi, je vois, contrairement à certains investisseurs, je trouve que l'abordable reste un produit intéressant. Moi, j'ai acheté un immeuble avec abordabilité. Puis tu vois, dans le fond, l'immeuble que j'ai acheté, l'augmentation l'année passée du TAL, c'était 4,7 % je pense. Puis avec tous les travaux qu'on a faits, on s'est augmenté à 7 %. Donc ça reste que c'est quand même... Il y a une chose à faire, ouais. Ouais, ça reste quand même bien, mais selon moi, il faut que ça soit un immeuble qui a une certaine âge, qui a été bien entretenu, que les loyers par rapport à l'année de l'immeuble sont stabilisés, puis ils qualifient en abordabilité. Puis c'est sûr, si on s'éloigne en région, le prix par porte fait du sens pour le loyer. J'allais justement en venir à ça. Montréal, un peu les alentours. Québec, un peu les alentours. Le multi-res demande des mises de fonds incroyables. Oui, pendant un certain temps, sauf avec les taux qui baissent, là, ça commence à être de plus en plus intéressant. Là. Mais tu penses que le prix des maisons... Ouais, vraiment. Puis là, on aborde un autre sujet, genre ta perspective, où tu penses y aller là-dedans. Là. Mais tu vois, premièrement, j'ai réussi à faire un 5 logements avec abordabilité. 40%. C'était un 5 logements, il y avait 2 logements en bas de 1090 par mois à Montréal, puis on l'a financé à 95%. Wow. Donc ça, c'était ça ou c'était 20 ans, je me souviens plus exactement. On l'avait financé à 95%. Sauf que tu vois, dans les 2 dernières semaines, dans la région montréalaise, là, il y a 3 transactions qui m'ont été envoyées qui étaient à 95%. Ah ouais? Dans la région montréalaise, là, 95% de financement. Là. Ça veut dire que la valeur économique était supérieure au prix d'achat. Sauf qu'il y a une des transactions, mes clients ont fait un offre, ça appartient en surenchère. Donc, il faut être prêt à ça. Je pense que le marché va vraiment... Oui, le prix des immeubles va suivre, mais le marché, je pense que les investisseurs sont prêts. Puis, Parce que là, une couple de mois, je regardais des transactions multirésidentielles, ça se donnait pas en tout. Là. Non. Ça marchait pas du tout. Imagine sans APH Select. Sans APH Select, le marché... Moi, je mange pas sans ça. Là. Tu comprends? Le marché aurait vraiment planté, ouais. Ouais, ben c'est sûr. Puis là, ben... Toi, tu penses que, bon, avec une baisse de taux, ça va être un petit peu plus raisonnable, voire peut-être même du surenchère, tu penses? Oui, mais j'en ai déjà vu. Là. Puis surtout dans un marché où il y a beaucoup de compétition, c'est sûr qu'il va y avoir de la surenchère. OK. Puis moi, même là, je serais prêt à... Moi, là, de mon côté, là, si
si tu finances à 95%, si la valeur économique est à 1 250 000, puis le prix de vente est de 1,2 million, ben, tu peux aller financer jusqu'à 95%. Donc, moi, personnellement, je serais à l'aise de faire de la surenchère si j'ai 5% de mise de fonds. L'immeuble est rentable, un cash flow positif. Mais il y a un autre point aussi qui est très important, puis j'en parle avec mes clients, c'est que actuellement, c'est très long. Là. Ça peut prendre 4 mois, disons, une transaction commerciale. Là. Puis ton gel de taux, généralement, est fait 48 heures avant le notaire. Tu peux geler ton taux d'intérêt, c'est pas recommandé actuellement, parce qu'il ajoute des points sur ton taux d'intérêt, mais c'est fait 48 heures avant le notaire. Donc là, la transaction est faite pendant 4 mois, depuis l'offre d'achat, disons. Là. Mais ton offre d'achat que tu as faite avec un taux à 4%, puis un prix de vente à 2 millions, là, puis ton taux, disons, là, dans 4 mois, si on a des baisses de taux, le marché va bien, il est à 3,25. Là. Moi, j'ai une transaction, ça a baissé de 1%. Dis-toi, là, d'une différence de 1% là, sur le prix de vente, là, ça fait une énorme différence sur la rentabilité. Là. Ouais. Ça fait en sorte que les acheteurs, je pense, ils ont le gros bout du bâton actuellement. Là, parce qu'ils achètent à 1 million, puis l'immeuble, dans 4 mois, il vaut 1,2 million. Ça peut se faire là, au niveau de la rentabilité, de la valeur économique, là, peut-être pas de la valeur marchande précise. Mais je pense que c'est bien de voir où qu'on peut aller d'ici la fin du dossier. Fait que toi, ta boule de cristal te dit que ça allait descendre d'1%. Ouais, finalement. Non, mais je qualifiais ma transaction que j'achète actuellement, là, je qualifiais à 4,75. Quand j'ai fait l'offre d'achat où on était sur le bord je me laissais un petit buffer juste pour être sûr. Puis là, en ce moment, on passe au notaire d'ici 2 semaines, puis je pense que le taux est 3,65. OK, ben good. Gros play. Plus qu'un %, là. Ouais, gros play. C'est fou, là. Ouais, ça, c'est vraiment une bonne affaire. Puis tu sais, comme des fois, on entend, puis les gens, ils entendent des fois profit à l'achat, OK? Ça, c'était une affaire, Jacques Lépine, je pense, là. Tu crois-tu encore à ça? Profit à l'achat. Tu sais que le monde, ils disent, bon, ben regarde, j'ai acheté une bâtisse, là. Tu sais, c'est pas nécessairement cash flow positif, mais j'ai quand même fait du profit à l'achat parce que ça vaut plus cher dans comme 3 ans. Tu trouves-tu que c'est une belle stratégie? Parce que dans l'immobilier, il y a 2 thinking. Le premier, c'est que c'est une game de cash flow. Puis le deuxième, c'est que c'est une game de valeur. Ouais. Moi, je vis sur la valeur. Ouais. Moi, ma stratégie, c'est de mettre le moins de mise de fonds possible. Puis d'avoir la meilleure rentabilité sur la mise de fonds. Parce que si tu mets 25% puis si tu mets 5%, l'immeuble il génère la même chose. Oui, tu vas payer de l'intérêt, sauf que ta rentabilité par rapport à la mise de fonds, moi, je préfère mettre 5%. Puis je vois l'immobilier comme un investissement illiquide. Là. Donc, je pense pas... moi, je vise pas le cash flow. Je vise pas la capitalisation. Oui, c'est bien, mais je vise la prise de valeur majoritairement. OK, fait que là, toi, t'aimerais ça avoir un book avec quelques immeubles dedans, que ça paye down tranquillement. Puis quand c'est le temps, quand l'immeuble, mettons, il est assez mûr, tu vas aller chercher un take-out, puis tu vas faire... Mais j'ai même pas l'intention de refinancer possiblement pour un effet de levier, mais je veux pas vendre. Je veux juste... Puis avec 5%, mon objectif, c'est d'en acheter un ou plus par année. Ça se fait très bien là, d'accumuler un parc au fil des années. Là. Ouais. Puis là, on avait parlé un petit peu de ta personnalité, tout ça. Puis il y avait un point que je trouvais quand même important. Puis on a fait un petit glimpse là-dessus. Tu as pris un camper car, tu es allé à Vancouver. Mais on n'a pas parlé d'une de tes passions qui est de voyager. Ouais. Puis, tu sais, c'est beau le travail, les connaissances, tout ça. Ça l'amène à quoi, tu sais? Je pense que un de tes nananes, c'est de voyager. Mm-hmm. Parle-moi-en un peu. Quelle place elle occupe dans ta vie, ça? Ouais, parce que moi, j'aime pas la routine tant que ça. Puis c'est sûr que notre travail, c'est quand même routinier, là, surtout de la maison. Donc, j'aime ça faire différent, aller travailler dans des endroits publics ou aller au gym ou aller rencontrer des clients, puis tout ça. Puis, quand je voulais être courtier immobilier au départ, j'avais fait une liste pour et contre courtier immobilier, courtier hypothécaire. Puis la liberté, l'horaire de travail plus fixe de courtier hypothécaire avait fait mon penchant. Puis mon objectif, c'était de pouvoir voyager puis de travailler de partout dans le monde. Fait que ça, je trouve que c'est formidable là, qu'on ait cette opportunité-là dans notre travail. Puis on a juste une vie à vivre en même temps. Puis si tu peux avoir le même revenu puis voyager à travers le monde puis vivre des expériences, pourquoi pas le faire, tu sais. Mm-hmm. Donc, je veux mettre ça... Je voyage actuellement pas assez, selon ce que je voudrais, là. Mais ouais, effectivement, je veux voyager plusieurs mois par année, ce serait mon objectif. Moi, j'arrête jamais de travailler. Donc. Fait que dans le fond, t'embraces un peu la vie de digital nomad. Ouais, j'aime. Ben, je trouve que je l'applique même pas assez.
Mais oui, je veux faire rentrer ça dans ma vie de plus en plus. Là. Ouais, fait que là, dans le fond, tu devrais peut-être aller te prendre une petite place à Cuba pendant genre 2 semaines. Après ça, tu fais un petit jump au Pérou. Cuba, ou si l'Internet est bonne. Ouais, c'est ça. L'Internet, c'est sûr, c'est bien. Mais moi, j'aime quand même aller au gym. Donc, je veux être capable de travailler, d'avoir une bonne base de travail. Puis d'aller au gym, puis d'avoir ma routine. Mais faire du surf, j'ai déjà fait du kitesurf. Je voudrais m'améliorer là-dedans. Puis, OK. Ouais. Toujours en recherche d'adrénaline, à ce que je vois. Mais je faisais de la moto aussi avant, là. J'avais des motos sport, mais c'était trop dangereux. Ah ouais? J'ai fait un X. C'est fini? Ouais. Seulement au Québec ou... Ouais, non, c'est ça. Si je voyage, je vais me prendre une petite moto. C'est là. ça. Rien de... Puis podcast, là, genre. Ouais, simple, là, En pareil. Thaïlande, j'avais loué une moto, podcast, là, puis... Ouais, pas de stress. Ouais, c'était malade. Il y a beaucoup d'accidents quand même, parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. Je suis allé en Thaïlande, by the way. C'est à gauche, je conduis aussi, là. Puis, mais... Tu sais, d'un fois, là, c'est comme les normes de sécurité, c'est pas pareil du tout, là. Tu sais, mettons, le père, il y a comme les 2 petites filles en arrière, puis comme ils ont pas de casque, c'est comme... Ils sont sur le boulevard principal, là. Ouais. Là, je suis comme, oh my God, c'est nous autres qui est trop, mais en même temps... Il y a peut-être juste un milieu, là. Justement, je trouve qu'ici, on est trop... c'est trop strict sur la route, là. Ouais. Avec toutes les stops, les lumières, toutes les règles. Surtout en moto, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté, c'est le lane splitting qu'ils appellent. Là. Ah ouais. C'est que tu peux pas, dans toutes les autres, en Europe, là, tous les autres pays d'Europe, tu peux y aller. Ouais, tu peux. Puis c'est moins dangereux faire ça qu'être dans le trafic et avoir le risque de quelqu'un te rentre dedans. J'aime mieux d'avoir la fluidité. Puis je pouvais pas m'empêcher de le faire quand j'avais ma moto. Puis je me sentais tout le temps comme je le fais-tu pas. Puis, ouais, tu te sens. Puis en plus, quand il fait chaud. Ah ouais. Là, toi, t'es dans ton soude de cuir. Ça dérange personne, je veux dire. Si t'as du trafic, c'est vrai que ça fait juste du sens. Là. Ouais, puis moi, j'avais du monde qui m'envoyait chier, des gros mots, des klaxons, des gens qui se tassent devant moi. Voyons donc. Ouais, la frustration au volant, c'est real. C'est vraiment c'est un vrai de vrai phénomène. Ouais. Mes objectifs, moi, je suis quelqu'un justement d'équipe. J'ai joué au football longtemps aussi, puis j'aime ça à être bien entouré, puis qu'on s'aide dans des dossiers. Mais mon objectif, ça serait d'avoir une équipe. Une équipe qui travaille, peut-être des associés sous moi, ce serait ça un de mes objectifs, de voyager, puis de faire des investissements immobiliers. Donc, on en a parlé pas mal. Là, à long terme, ça serait ça. C'est ça. Puis moi, j'aime donner des conseils, j'aime travailler un dossier, même si je fais pas d'argent, j'aime trouver des solutions à des problèmes. Parce qu'on va se dire, notre travail, c'est ça. C'est ouais, trouver des on règle un genre des problèmes. C'est ça. Puis moi, j'aime ce défi-là à chaque jour quand je me lève le matin. Ouais, que tu sais pas comment la journée va finir. Ouais. Ça fait des soirs froides des fois parfait. Ouais, là. Des fois, il y a des gros problèmes. Là. Ouais. Mais le fait d'aller justement ventiler au gym puis de donner tout ce que tu as, après ça, tu sais que tu as fait le pire dans ta journée. Mentalement, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, là, tu as parlé que tu voudrais voyager, avoir une équipe. C'est pas un peu contradictoire. Tu sais, mettons, si tu as une équipe, il faut que tu baisses quelque part. Ouais. Puis avoir une équipe, c'est... Mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr, je veux pas voyager à l'année longue non plus. Sauf que je pense qu'il y a une belle relation qui peut s'établir tout de même en télétravail. Il suffit d'être disponible pour faire des rencontres Teams. Ouais. Moi, au début, j'avais peur d'être seul, de travailler de la maison. Mais quand tu parles à je sais pas combien de clients, puis des collègues, des banquiers, tu te sens pas seul. Là. Non. Tu te sens quand même... Puis limite, moi, je trouve que j'aime mieux ça parce que quand je travaillais au centre-ville, j'adorais mes journées de travail à la maison, mais c'est parce que l'affaire, c'est quand tu te rends au centre-ville, c'est 45 minutes. T'as perdu 1h30 de ta journée à de l'énergie, à faire rien. Ouais. Là, j'ai pas ça. Là. C'est ma chambre, ma cuisine pour déjeuner, je prends une douche, je me mets. C'est ça. Dialed in. C'est ça. Fait que... c'est du temps perdu, effectivement. Puis aussi le fait que au téléphone, moi, mettons, j'ai une bonne journée de travail. Là. Client, je veux dire, j'aime ça parler avec les clients. Mais c'est facile de mener la conversation, d'aller chercher ce que tu as besoin, puis de passer au prochain. T'sais. Ouais. Tandis que quand tu vas dîner avec un client ou qui vient te voir en personne, comme dans l'automobile, des fois je passais 2 heures quelques avec un client. Tu perds ton temps. Si au niveau de l'efficacité, tu te fais. Non, ça fonctionne. Tu fais manger ton temps. Ouais. Tandis que là, tu peux aller chercher vraiment ce que tu as besoin, puis maximiser ton temps. Ça, c'est un des challenges que je vis en tant que nouveau courtier, c'est de choisir mes batailles. Ouais. Ça, là, écoute, un moment donné, il y avait un prospect qui m'était référé par un COI, puis ça avait de l'air prometteur. C'était une construction de 24 unités. Puis, tu sais, je vais toujours faire ça à cette heure. J'ai comme pas regardé le profil vraiment des personnes que j'allais rencontrer. Okay.
j'ai demandé des questions, tout ça, puis tu sais, les gars, ils avaient répondu, mais j'avais pas demandé comme des bilans, des affaires de même. Puis quand c'était un meeting en 40 minutes, puis là, je suis comme, regarde, pour le ticket size, ça va valoir la peine. Puis là, j'arrive là, puis c'est comme 2 gars qui avaient aucune connaissance là, de l'immobilier, rien de ça, puis c'était comme un premier projet pour eux, puis c'est sûr que ça passe pas, là, parce que c'était une expérience requise. L'âge des personnes, je veux même pas te le dire, parce que tu sais, mettons, il avait fait une formation en immobilier, puis là, après ça, il y avait des étoiles d'en face, puis il pensait que c'était le même, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais tu sais jamais, ça peut t'en revenir. Ils vont peut-être apprécier le temps que tu as passé avec eux autres, puis dans 4 ans, ils vont t'en revenir, tu sais. Ça se peut que ça fasse Sauf ça. que, ouais, préqualifié un petit peu... Mais à Star, réunion Teams. C'est ça. Mais là, encore là, tu sais, toi, c'est quelques messages, tu le vois tout de suite, je vais sûrement appliquer ça maintenant à mon style. Des questions de qualification. Là, puis, mais c'est sûr que si moi, un client demande si je vois qu'il y a un potentiel, puis j'offre tout le temps les options de faire téléphone, Teams, personne. Donc, si c'est un client d'importance, puis il veut me rencontrer pour des fins de confiance. Correct. Ouais, puis signer un contrat. J'ai même fait une fois, j'avais une cliente, c'était un beau dossier, c'était 3 immeubles en refinancement. Là. C'était pas loin d'ici, Montréal, région montréalaise. Puis j'étais avec Joe au gym. Puis la cliente me dit j'ai de la misère à scanner mes baux, je suis pas capable de scanner mes baux. J'avais comme 40 quelques baux, des renouvellements, tout ça. T'es allé? J'étais allé chez elle. Puis j'ai scanné tous les baux avec elle. Puis ça, c'est du service, là. T'sais. Ouais. Puis je pense que aussi ça a resserré notre lien de confiance, tu sais. Ben, pour des transactions comme ça, c'est sûr que ça vaut la peine. Ouais. Mais j'aime ça aussi, tu sais, le fait que, pas pour tous les clients, là, mais j'aime ça rencontrer les clients aussi. Là, fait que si vous voulez scanner vos bails, Chris scanne vos bails pour vous. Un maximum de minimum, route, là. Minimum 40 unités. ouais, ça c'est sûr. Alright. Good. Ben écoute, moi j'ai plus de questions. Je pense qu'on a fait une belle couverture. Ouais. Je suis très satisfait de l'épisode. T'as aimé ça? C'était mon premier podcast. Là. Ça a bien été. T'as bien fait ça. T'es vraiment un bon hôte. Ah, c'est gentil, c'est gentil. N'hésitez pas à me contacter pour que ce soit une analyse de financement, des questions ou pas. Bien sûr, là, on est là pour vous servir. Okay. Ouais. Donc... merci Chris pour avoir participé à la première épisode avec des micros comme ça. Donc c'était pour conclure l'épisode avec Chris. Chris qui a un parcours, comme on peut dire, atypique en tant que courtier. Mais n'empêche, il est quand même très entrepreneur, très déterminé. Si vous avez écouté l'épisode au complet, vous allez voir comme quoi que en termes de détermination, c'est du point qu'il part d'une place confortable chez lui, dans sa région, qui décide de s'éloigner complètement pour aller essayer quelque chose de nouveau. Finalement, ça fonctionne pas. Pas peur de changer de direction. Plusieurs remises en question dans sa vie, malgré son jeune âge de 26 ans. 26 ans, right? 27. 27, joyeux anniversaire de 27 ans. Puis tout pour vous dire que peu importe que vous soyez au secondaire, au cégep ou professionnel, les remises en question, ça arrive tout le temps. Puis il ne faut pas avoir peur de ces événements de vie-là puis de faire des changements pour trouver du bonheur. Pour moi, aujourd'hui, c'était sa première épisode. J'ai vu quelqu'un qui était très content de qu'est-ce qu'il faisait. Il semble avoir trouvé là, sa niche où ce qu'il veut œuvrer, puis ça le met proche d'une autre de ses passions qui est l'investissement immobilier. Puis j'aimerais vous remercier aussi pour tous les commentaires, pour les engagements, pour le visionnement, pour les temps de vue. Puis c'est ce qui nous donne la force de continuer. Donc merci beaucoup, passez une bonne journée. Thank you, bro. Yes, sir. Merci, Pat. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride symbol.